Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Oran, du compte oran.k, avec qui nous allons parler de son expérience par rapport au cyberharcèlement. Oran, du coup, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour tout le monde et merci Estelle de me recevoir. Donc je suis Oran du compte Instagram oran.k. Je suis créatrice de contenu. On ne peut pas me mettre dans une niche particulière parce que depuis que j'ai commencé à créer du contenu, j'ai abordé plein de sujets différents sur mon compte. Ça peut aller de sujets de société à des sujets beaucoup plus légers comme de la skincare, du lifestyle et ce genre de choses. Ok, très bien, merci pour cette petite présentation. Du coup, ce que j'aime faire en début de chaque épisode, c'est définir le thème clé du sujet. Et du coup, là, on va parler de cyberharcèlement. Donc, si tu peux nous définir ce que c'était pour les personnes qui nous écoutent, pour donner, on va dire, des bonnes bases pour commencer l'épisode. Bien sûr. Du coup, le cyberharcèlement, je vais pas donner ma définition, mais celle, du site du gouvernement. Je l'ai partagé en story il y a quelque temps. Donc je vais tout simplement lire. Le harcèlement est le fait de tenir des propos ou d'avoir des comportements répétés ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela s'est traduit par une dégradation de la santé physique ou mentale de la personne harcelée, entre parenthèses anxiété, maux de ventre, etc. C'est la fréquence des propos et leur teneur insultante, obscène ou menaçante qui constitue le harcèlement. Le harcèlement en ligne est un harcèlement s'effectuant via Internet, sur un réseau social, un forum, un jeu vidéo multijoueur, un blog ou autre. On parle aussi de cyberharcèlement. Les propos en cause peuvent être des commentaires d'internautes, des vidéos, des montages d'images, des messages sur des forums ou autres. Le harcèlement en ligne est puni, que les échanges soient publics, sur un forum par exemple, ou privés, entre amis sur un réseau social. Merci pour ce partage de définition officielle qui est très important, en tout cas pour poser les bases du sujet. Du coup, ça m'amène à forcément mes premières questions par rapport à l'épisode. C'est du coup, toi, tu es victime de cyberharcèlement et du coup, si tu pouvais potentiellement nous dire un peu depuis quand c'est arrivé, pourquoi, à partir de quel contenu, parce que des fois, il peut y avoir des contenus où il y a des haters qui sont plus méchants que d'autres. Donc voilà, pour qu'on puisse comprendre, toi, ton expérience par rapport à ça. Moi, j'ai été victime de cyberharcèlement plusieurs fois via les réseaux sociaux. Donc via mon travail sur Instagram, hein, principalement. La dernière fois que c'est arrivé, c'était aussi, un peu sur TikTok, parce que je suis aussi un peu présente sur TikTok. Hem, je peux même pas définir un seul sujet, de prédilection qui générait le cyberharcèlement sur mon compte. Parce qu'en fait, si tu veux, pendant, très longtemps, j'ai créé du contenu féministe et créant du contenu féministe, j'ai été harcelée plus particulièrement, par des hommes, masculinistes, donc sont totalement, contre les contenus, qui luttent contre le sexisme et cetera. Hem et finalement, on assiste, je trouve, et je pense que beaucoup de créateurs, créatrices de contenu pourront le dire aussi, à, comment dire? À une, démocratisation, ou je sais pas comment dire, une banalisation plutôt du cyberharcèlement. Parce que ces derniers mois, pour moi, c'est devenu de plus en plus fréquent d'avoir des périodes de cyberharcèlement et sur plein de sujets différents. Pas seulement quand j'abordais des sujets féministes. Par exemple, j'ai publié une vidéo qui expliquait que je ne suis plus végane, et suite à cette vidéo, j'ai été cyberharcelée. J'ai fait une vidéo sur le concept d'Abrèche Frères. On a pu voir d'ailleurs que suite, à la naissance de son compte, Instagram et TikTok, eh bien, beaucoup de personnes se faisaient cyberharceler par, des personnes de la communauté d'Abrèche Frères. Donc, j'ai aussi été cyberharcelée pour ça, notamment quand j'ai osé publier des vidéos sur le petit privilège, quand je parle de métissage, si je parle de patriarcat, et même, plus récemment parce que je me suis exprimée sur le mouvement Blackout 2024, où j'ai expliqué que pour moi, voilà, il y avait des choses à redire. J'ai l'impression que maintenant, beaucoup de choses sont prétexte au cyberharcèlement, donc je peux même pas te donner un sujet, un sujet précis. Les gens perdent surtout le sens des réalités, du fait qu'on n'est pas des pseudos.
il y a des humains et des humaines derrière les écrans et que, si eux nous envoient un message, méchant ou critique ou autre, ben, certainement d'autres personnes l'ont fait aussi et donc c'est l'effet de masse qui fait que, bah, c'est du harcèlement, ça dure sur plusieurs jours et voilà quoi. Mmh. Merci pour ton partage. C'est vrai que c'est assez triste de se dire que de nos jours, on peut pas s'exprimer en fait sur aucun sujet sans être, par la suite victime de cyberharcèlement. En fait, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui me pose toujours problématique, cette haine qu'on a en ligne, alors que je sais, enfin, je me doute très bien que dans la vraie vie, aucune personne n'irait, être aussi haineux parce que du coup, ils voient justement qu'il y a un être humain en face. Alors que c'est vrai que derrière les écrans, surtout avec l'anonymat des pseudos, on va dire que ça peut être beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un compte que j'aime beaucoup qui s'appelle Aline Dessine. Et je sais qu'elle aussi, elle est victime de cyberharcèlement. Et ce que j'aime bien dans sa manière de faire, c'est qu'en fait, elle fait des vidéos où en fait, elle leur répond. Et en fait, quand c'est possible, elle va essayer de retrouver quelqu'un de sa famille, quelqu'un de ses proches pour lui faire comprendre son comportement. Et en voyant les messages, en fait, on remarque direct, le cyberharceleur, il change complètement de discours ensuite. Il l'insulte. Après, elle a dit: «Ah d'accord, du coup, c'est toi. Du coup, ça enfin, qui ça, je suppose que c'est ta mère. Ça, je suppose que c'est quelqu'un de ton entourage, et cetera» et là, tout d'un coup, il change de discours en disant: «Ah oui, ah, je suis désolé, c'était une blague». Non, c'est pas une blague, en fait. Non, c'est clair, c'est pas drôle du tout et je trouve que c'est une belle force de réussir à faire ce qu'elle fait parce qu'en fait, elle, via l'humour et elle prend du recul et à la fois elle sensibilise Mmh. donc c'est vraiment très bien. C'est vrai que toute personne n'a pas les ressources pour, réagir comme ça face au cyberharcèlement. Je sais pas si elle, c'est juste une résilience, une capacité de résilience qu'elle a ou si elle est accompagnée ou ce genre de choses, pour faire face à tout ça. Mais c'est vrai que le harcèlement tout comme le cyberharcèlement en fait, ont des vrais impacts, sur la santé mentale, de manière générale, sur la qualité de vie et cetera. Mmh mh, complètement. D'ailleurs, enfin, encore une fois, féministe éducatif, est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce que c'est, la santé mentale pour les personnes qui nous écoutent? Parce que je me dis il y aura potentiellement des personnes, qui sont peut-être dans l'adolescence, ce genre de choses, ou des personnes qui se connaissent pas beaucoup et je me dis ça peut être chouette de leur donner des clés également. Mmh. Bonne question. Écoute, j'ai pas de définition là sous les yeux, mais tout simplement, on a ce qu'on appelle, la santé physique. Donc c'est-à-dire que si on est malade, si on a un rhume, si on se casse un os, si on voilà, quoi que ce soit, si il arrive un problème à notre corps, vraiment, et ben, en général, on va aller consulter, on va se soigner, on va chez le médecin, on va à l'hôpital si nécessaire et c'est vrai que le sujet de la santé mentale a longtemps été tabou. Il l'est de moins en moins maintenant et je pense que les réseaux sociaux ont quand même bien participé à détabouiser tout ça. Mais la santé mentale, ça va être, bah, tout ce qui relève de notre bien-être psychique, de manière générale. Donc les problèmes de santé mentale, ça va être, du stress chronique, ça peut être de l'anxiété, ça peut être, de l'angoisse, des crises d'angoisse et après, ben, il peut y avoir des pathologies aussi plus, j'ai envie de dire, plus prenantes ou plus impactantes, qui vont être plutôt des pathologies, psychiatriques, ça peut être de la schizophrénie ou autre et la santé mentale, ça regroupe un peu tout ça. C'est quelque chose qu'on a tendance à beaucoup mettre de côté dans notre société et dont on s'occupe, parfois un peu tard. On nous apprend pas vraiment à en prendre soin. Je trouve qu'on devrait en parler, dès nos plus jeunes âges, dès l'école et cetera, arriver à détecter les signes de stress, d'anxiété, ce genre de choses et voilà et c'est vrai que pour en revenir au cyberharcèlement, par exemple, moi j'avais posté une story où j'expliquais en fait, l'impact, du cyberharcèlement et c'est vrai que ça a une atteinte ça pardon, ça porte atteinte à la santé mentale parce que tout simplement ça génère de l'anxiété. Quand on est, cyberharcelé, par exemple, sur Instagram, comme ça a été mon cas et que c'est notre lieu de travail, bah, par exemple, ça crée de l'anxiété au travail. L'anxiété au travail, c'est quand même assez délétère. Ça fait qu'on a de plus en plus de mal, éventuellement à travailler. Ça fait que ça nous demande beaucoup d'énergie de faire abstraction et cetera. Ça a aussi une atteinte sur la santé physique parce qu'on sépare souvent santé mentale et santé physique, mais les 2 sont assez liés. Toute personne, par exemple, qui a de l'anxiété a déjà pu constater que, son anxiété se traduit très souvent par des symptômes physiques aussi, comme des maux de ventre, des vertiges, des tremblements,
le cœur qui bat plus vite, une grande fatigue et ce genre de choses. Hem et tout ça, en fait, finalement, ça entraîne une dégradation générale de la qualité de vie. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler que le harcèlement, le cyberharcèlement sur des personnes qui sont fragiles, qui ont peut-être déjà des conditions, de santé mentale pas optimales, qui existaient déjà avant le harcèlement, bah, ça peut avoir un fort retentissement et des impacts et malheureusement, ça peut aller, aussi, jusqu'au suicide, quoi. Merci, d'avoir précisé tout ça et c'est vrai que ce qui manque profondément, je pense, dans notre société, c'est vrai, je le dis beaucoup, dans beaucoup d'épisodes de podcast, mais je me dis que si la société se porterait tellement mieux s'il y avait plus d'empathie et plus de bienveillance et comme tu disais, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école qui sont les soft skills et qui pourtant seraient vraiment essentielles pour la construction de tout individu parce que, enfin, c'est bien de faire des maths, du français et compagnie, ça c'est sûr, mais c'est aussi très bien, d'apprendre, à vivre avec l'autre, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à prendre du recul, à développer son esprit critique, à pas réagir au quart de tour direct. Enfin, il y a plein de choses qui sont là pour s'apprendre et c'est vrai qu'on donne pas ce socle dès notre enfance et c'est vrai que par la suite, ça va créer des problèmes de société vraiment conséquents, parce que surtout sur les réseaux sociaux où on va dire il y a pas de barrière, il y a pas enfin la frontière, on l'imagine pas en fait, on pense que c'est du virtuel et c'est vrai que c'est un gros souci, de mise à la place de l'autre comme tu disais. Donc c'est vrai que ouais, c'est vraiment tout un sujet de société, que j'espère que les choses évolueront dans le bon sens, en tout cas à l'école. Mais je sais que ouais, en Finlande, ils ont des méthodes pour générer de l'empathie. Bah, justement, j'avais eu un épisode avec Caroline Peffer, on parlait du même sujet, le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Je me rappelle plus du tout du nom de la méthode, mais en fait, quand il y avait du harcèlement scolaire, en fait, ils avaient une méthode, à la finlandaise où en gros, ils allaient accueillir, déjà le cyberharceleur ou harceleur, harceleuse, son entourage. En fait, c'était des rendez-vous en face to face, uniquement avec la personne pour pouvoir discuter et pour essayer de creuser, pour savoir, quelle est, sa façon de penser, enfin le pourquoi du comment et en fait vu que c'était pas leurs professeurs initiaux, c'était un genre de tu peux me dire t'inquiète pas, tu vas rien ne va t'arriver, enfin ils essayaient quand même de poser un cadre assez bienveillant et cette méthode enfin en fonction de la gravité de la situation mais en fait ça elle fait quand même bien ses preuves et ça permet en tout cas de dénouer enfin si plus on repère tôt le harcèlement scolaire ou le cyberharcèlement du camarade de la camarade, plus en tout cas ça pourra avoir des bonnes conséquences par la suite, plus ça pourra permettre de le faire stopper. Parce que je pense aussi ce qu'on disait avec cette Caroline, c'était que encore une fois, le harcèlement scolaire ou cyberharcèlement, ça venait aussi l'effet de masse. Parce qu'en fait, voilà, vu qu'il y a des gens qui sont autour et que ça prend de la fame, on va dire, et ben en fait, c'est ça qui va aussi provoquer cet retentissement et par exemple, tout à l'heure, tu parlais de masculinisme et c'est vrai qu'il y a des groupes de masculinistes qui vont se regrouper, ces personnes, ces hommes notamment qui ont une haine viscérale envers les femmes et ben, ils vont se regrouper entre eux et après bon, bien sûr, il y a pas que les masculinistes, hein, c'est sûr que là, c'est l'exemple que tu as cité mais malheureusement, il y a plein de types, de cyberharceleurs et cyberharceleuses malheureusement mais voilà, ça m'a fait penser à tout ça. Mmh mh, mmh. Mais en fait, moi, ça me fait penser aussi, tu sais, à la productivité parce que pour moi, le fait que le sujet, de la santé mentale pendant si longtemps n'ait pas été, je sais pas, suffisamment considéré dans notre société et que même aujourd'hui qu'il est assez peu considéré et ben, on constate que beaucoup de personnes, heu, ne se voient ou ne mesurent leur valeur qu'à travers le prisme du faire. Ce qu'elles accomplissent, ce qu'elles font ou ce qu'elles paraissent ou ce dont elles ont l'air ou ce genre de choses et en fait, moi ça je relie vraiment ça à la productivité, c'est-à-dire que avant d'envisager les êtres humains comme des êtres humains, des êtres avec des émotions et cetera, je pense que dans cette société, on est envisagés comme des ressources et des êtres, mais qui doivent être utiles, en fait, à une société donnée et s'attarder sur sa santé mentale, prendre le temps d'enseigner l'empathie à l'école et cetera, ça serait replacer, l'humain, alors peut-être pas au centre, mais en tout cas lui donner plus d'importance et dans une société qui fonctionne vraiment,
dans une société capitaliste, hein, qui fonctionne sur le modèle du travail, de la productivité, de comment on peut être utile en société, et cetera, et sur le modèle de la consommation. Ça, c'est pas évident. C'est comme si tout était, c'est comme si on était, nous aussi des produits en quelque sorte. Parfois, c'est l'impression que j'ai, alors que oui, ça serait tellement, tellement important et tellement bénéfique d'amener de l'empathie dès qu'on est jeune, en fait, de nous apprendre ce genre de choses et pas juste de nous apprendre à être productif, pas juste de nous apprendre à travailler, en fait. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo, sur Instagram il y a peu de temps où je parlais de la bienveillance, parce que j'avais vu pas mal de fois passer sur Instagram des posts expliquant que la bienveillance, c'était, c'était factice, que c'était quelque chose de une valeur, tu sais, un peu périmée, et cetera, que c'était forcément hypocrite. Alors que pour moi, la bienveillance, c'est une valeur et c'est quelque chose qui se travaille. Ne pas vouloir le mal des autres, vouloir le bien d'autrui, c'est quelque chose qui se travaille, qui se nourrit, qui s'apprend, en effet, et c'est un travail qu'on devrait faire heu, ensemble, à l'échelle de toute la société clairement, parce que ça arrangerait beaucoup de choses. Dans le cadre du cyberharcèlement, on voit qu'il y a une déshumanisation, de toute façon. C'est qu'à au moment, en fait, où plusieurs personnes se mettent contre quelqu'un, ce quelqu'un, cette personne qui est harcelée, à ce moment-là, dans les yeux des autres, je pense, du moins c'est ce que moi j'ai ressenti, on perd de notre humanité. On n'est plus qu'une idée. Moi, par exemple, quand j'ai publié cette vidéo, qui expliquait, que je ne suis plus végane, j'ai été prise pour cible parce que j'ai avancé voilà, ce témoignage qui a déplu à des personnes, elles-mêmes véganes, qui leur a fortement déplu même, hein, déplu, le mot est faible en fait. et hem et à ce moment-là, je n'étais plus Orane avec toute ma complexité, toute mon histoire, toute mon humanité. J'étais juste cette meuf qui a publié cette vidéo, et c'est un discours qu'on ne veut pas entendre, et donc elle mérite d'être violentée pour ça, en fait, et je trouve ça très, j'allais dire intéressant, mais triste en fait finalement de constater que pour certaines personnes, le fait d'avancer certaines idées fait qu'on mérite d'être violenté, en fait. C'est vraiment, le cyberharcèlement, c'est, à la fois ce point de bascule où on décide que l'autre personne mérite de recevoir de la violence, et aussi cette forme d'inconscience parfois de bah, je tu sais, ce manque de lucidité sur le fait qu'on n'est pas la seule personne qui écrit ou ce genre de choses. Parfois, il y a une lucidité, parfois vraiment les gens agissent de concert comme les groupes de masculinistes, et cetera, ils le savent très bien, et parfois, il y a plutôt un manque de lucidité et des personnes qui arrivent en masse et qui se rendent pas compte forcément qu'elles ne sont pas seules, et qu'en fait, c'est extrêmement, violent pour la personne qui reçoit tout ça, bah, d'être dans cette situation, quoi. Mmh. Oui, c'est très intéressant ce que tu nous dis et ça me fait vraiment penser, par rapport, aux cyberharceleurs, cyberharceleuses, c'est qu'en fait, je pense que le problème de notre société, un vrai problème, en plus de la bienveillance, c'est le manque d'esprit critique. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, comment dire? Le monde, en fait, il est très complexe, mais que les gens, en fait, ils voient que leur propre biais, que leur propre vision du monde. Bah, du coup, par exemple, l'exemple cité végane, ah, elle est plus végane et bim, ça engendre plein de haine. Alors qu'ils vont pas se poser la question, mais en fait, pourquoi elle a arrêté de devenir végane alors que clairement, par exemple, si tu as des problèmes de santé, bah oui, même si avec toute la bonne volonté du monde, bah en fait, si ton corps ne peut pas, bah en fait, tu dois écouter ton corps parce que soit tu meurs, enfin, je caricature, hein, pour bien comprendre l'idée, mais soit tu meurs, soit tu vis. Donc en même temps, enfin, faut choisir sa propre survie, ce qui nous correspond le plus à nos propres choix, nos propres valeurs. Et ça aussi, j'ai l'impression que les gens ils comprennent pas. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a toute cette haine qui existe, parce qu'en fait, on a nos propres systèmes de valeurs, nos propres systèmes de pensée, notre propre système d'éducation, notre propre vécu. En fait, tout le monde on est unique et différent à la fois. Donc en fait, c'est sûr que on peut pas on peut ressembler à personne en fait. Et c'est vrai, ça me fait penser aux réseaux sociaux, euh, parce que les réseaux sociaux, et même bah, dans le monde de l'entreprise plus largement, il y a toujours dans cet esprit de compétition, on va être plus performant, on veut, par exemple, sur Instagram, bon, maintenant, ça, sur Instagram, on le voit un peu moins, mais c'est vrai qu'au début, on voyait, ah oui, bah, j'ai une vie de rêve, je gagne 2000 euros enfin, 2000 euros, on va dire, par jour, enfin, j'exagère, mais je voyage tout le temps, et en fait, on voit que la phase émergée de l'iceberg, on voit pas l'individu dans toute sa complétude, et ouais, ça,
je pense que ces gens-là, en fait, ils manquent, de curiosité. On parlait de ça aussi avec mon invité, Mintou, de l'association Énergie Femmes et en fait, le manque de curiosité, ça fait que tu te fermes, bah, tu prends un tu as un carcan, tu es hyper fermé d'esprit, alors qu'en fait, nous, on a besoin de cette ouverture entre êtres humains. On connecte entre êtres humains et c'est hyper important, bah, de cultiver la différence au lieu de s'opposer. Surtout que ça me fait aussi penser par rapport à ce que tu me dis que, ouais, on est différents et alors, en fait, on est des êtres humains, on peut tomber amoureux, on mange, on respire, on écoute de la musique, enfin, il y a plus, et on a 1001 points communs et en fait, les êtres humains, ils se concentrent que sur ce qui nous rend différents. Totalement. Et ce que tu dis, ça m'amène à un sujet et c'est quelque chose qui m'a beaucoup peinée, en fait, ces derniers mois. C'est que, par exemple, pour en revenir au cyberharcèlement que je me suis pris de la part de plusieurs personnes véganes, moi, je comprends le véganisme parce que je l'ai été. Je comprends les enjeux éthiques, je comprends les enjeux écologiques, je comprends voilà, je comprends beaucoup de choses, hein. J'ai été végane pas seulement pendant un mois, quoi, je l'ai été pendant un peu plus de 3 ans. Voilà et puis ensuite, j'ai été végétarienne pendant quelque temps et cetera. Donc bref, ce sont des sujets que je connais bien. C'est pas, voilà, c'est pas comme si j'étais en totale résistance face à leurs arguments ou ce genre de choses. Mais, les valeurs écologiques, les valeurs éthiques, hem, les valeurs féministes, antiracistes et j'en passe, ce sont des valeurs que je partage et pourtant, j'ai constaté que ces derniers mois, en effet, quand je produis du contenu qui est nuancé, quand j'aborde certains sujets de société, mais pas sous l'angle sous lesquels on les voit abordés de manière générale sur les réseaux sociaux, par les comptes engagés et ben, on me tombe dessus et c'est vrai que je me suis rendu compte là que, les cyberharcèlements que je me prenais pendant très longtemps, ça venait plutôt, pardon, de personnes qui seraient situées politiquement, à droite ou, même à l'extrême droite, hein, clairement pendant un moment clairement plutôt extrême droite, puis droite et puis, ces derniers temps et ben, ça vient, plus de la gauche. Donc, je trouve en effet qu'il y a une montée d'intolérance qui est, bah, personnellement je la trouve assez préoccupante et on s'en prend même à des personnes «du même camp» entre guillemets. Non pas que ce soit légitime, d'aller harceler des personnes, qui sont à droite. Je pense juste que c'est pas une solution, hein, même si on peut être en total désaccord avec leurs idées ou certaines de leurs idées ou quoi. Et ben, je pense juste que c'est pas une solution et que c'est pas vraiment comme ça qu'on fait, changer, le monde en étant, violent et en harcelant. Mais même, en tout cas, des personnes qui sont elles-mêmes engagées en viennent aujourd'hui à marcher sur des œufs sur les réseaux sociaux et moi, quand j'ai fait mes stories sur le cyberharcèlement, j'ai eu plusieurs personnes de comptes militants, par exemple, qui m'ont écrit et qui m'ont dit: «Oui, moi aussi, je vis dans la peur, d'être, tout le temps, attaquée par mon propre camp» et cetera et ça questionne, ces mécanismes d'identification si forts à une parole, à une idée ou quoi, qui peuvent être sortis de leur contexte et ces effets de groupe, en fait, qui existent finalement, pour moi maintenant des 2 côtés, autant à droite qu'à gauche et qui consistent à justifier le fait d'utiliser la violence contre quelqu'un quand la personne ne fait pas exactement ou ne dit pas exactement ce qu'on veut qu'elle fasse ou qu'elle dise. C'est clairement, c'est des phénomènes qui ont des noms en anglais, hein. On a appelé ça, le call out ou le dogpile ou ce genre de choses et ouais, c'est inquiétant pour moi, concernant, l'avenir de la société et le cyberharcèlement, je pense qu'il se démocratise, ben, via ces via les réseaux sociaux et via ces groupes de personnes qui, qui utilisent de plus en plus ça comme, à leurs yeux, un moyen de faire entendre leurs idées, en fait. Alors que pour moi, c'est pas fécond et c'est pas vraiment comme ça qu'on change les choses et pour parler plus spécifiquement du milieu militant, je sais même que ça décourage, beaucoup de personnes, malheureusement, à continuer à poster des contenus engagés parce que c'est pas une vie, en fait, hein, de devoir surveiller chaque
paroles qu'on dit au risque de se prendre de la violence. Je sais que, la pédagogie, c'est pas, quelque chose dont on arrive tout le temps à faire preuve, mais je pense que quand on n'arrive pas à en faire preuve, utiliser la violence ou le harcèlement, à la place, c'est pas pertinent, quoi. Mmh. Oui, je suis totalement en phase avec, tout ce que tu viens de nous dire. C'est vrai que le fait de recevoir, des attaques de personnes qui sont de son propre camp, bah, en fait, ça freine complètement le mouvement. Et comme tu dis, ça décourage les personnes et finalement, c'est quelque chose de très contre-productif alors que finalement, par exemple, on a des valeurs, des mêmes valeurs, donc pourquoi en fait on n'utilise pas, ces mêmes valeurs pour, aller vers quelque chose de plus juste, pour aller vers, quelque chose de positif? Plutôt que se tirer des balles dans les pieds alors qu'en fait ça n'apporte rien, c'est stupide. Enfin bon, c'est aussi mon point de vue, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est une sorte de vrai exutoire. Je sais pas, ils ont passé une mauvaise journée et du coup, bah, ils se lâchent. Mais non, en fait, enfin, c'est pas une bonne façon de faire, encore une fois. Mais c'est pour ça, en fait, moi, enfin, c'est ma position avec, parce que j'ai lancé un podcast, c'est que je me dis qu'un podcast, c'est quand même quelque chose de plus sûr parce qu'en fait, un réseau social, on va dire, en fait, il y a un vrai biais de conformité et surtout que, encore une fois, la construction de l'esprit critique, elle est très compliquée parce qu'on a des vidéos de 90 secondes. Bon, sur TikTok, maintenant, ça va jusqu'à 10 minutes, j'ai vu, mais bon, après, qui fait des vidéos de 10 minutes sur TikTok, je ne sais pas. Mais du coup, il y a 90 secondes en vidéo Instagram, 10 slides. En fait, on peut pas entrer en profondeur dans un sujet, on peut juste à peine l'effleurer. En fait, c'est un teasing et en fait, le podcast, ça permet vraiment d'entrer en profondeur dans le sujet. Et ces personnes-là, en fait, il faudrait qu'elles aillent écouter des podcasts, en fait. Il faut qu'elles ou regarder des vidéos, des documentaires d'1 heure, parce qu'en fait, tu donnes un avis. Enfin, sur tous les sujets, en fait, les gens, en fait, ils se prennent comme s'ils étaient experts du sujet pour n'importe quel, par exemple, je sais pas, n'importe quel conflit qui se passe dans le monde. En fait, ils ont leur propre avis direct parce qu'ils ont vu trois slides dessus. Mais non, en fait, les sujets sont hyper compliqués et on peut pas, enfin, on peut pas prendre position sur un sujet tant qu'on ne l'a pas exploré en continu. Et puis même les sujets, en fait, c'est des sujets qui s'explorent. Par exemple, le féminisme, je pense que lui au hasard, mais c'est un sujet que c'est un travail de toute une vie, en fait. Donc, ouais, des fois, je suis un peu surprise par les êtres humains qui font des raccourcis, mais hyper rapidement sur, bah, sur ça, quoi. Mmh. Comme tu dis, on peut pas être exhaustif ou exhaustive, en 1 minute 30 ou en 10 slides. Clairement, c'est impossible et ouais, moi, ce que je constate maintenant dans les divers cyberharcèlements que j'ai vécus, hem, des reproches qui reviennent régulièrement, c'est justement, bah, que des arguments manquent dans mes posts ou que j'ai pas abordé ceci de cette manière ou que j'ai pas abordé ça comme ça. Et c'est comme si on avait, de moins en moins le droit à l'erreur, en fait. Donc pour moi, ça rejoint vraiment totalement cette déshumanisation, cette, comment dire? Comme si la moindre faille, en fait, pouvait être un prétexte pour s'engouffrer dedans, en fait et se permettre, bah, de critiquer, de manière, plus ou moins violente. Malheureusement, c'est vrai que concernant le milieu militant, ça démobilise assez largement. Moi, j'ai fait un live il y a quelque temps où j'ai expliqué que j'arrête de militer définitivement, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clairement un choix, bah, qui m'a fait du bien, en fait, mais qui, je sais, va être à mon avis, jugé, assez négativement par beaucoup de personnes, mais qui est aussi compris par beaucoup de personnes parce que justement ça devient irrespirable et moi, comme d'autres personnes, on a depuis plusieurs années questionné, les méthodes justement de cyberharcèlement, de call out, de dogpile et cetera qui sont employées dans certains milieux sur les réseaux sociaux, que ce soit de la part de groupes masculinistes, enfin voilà, antiféministes ou alors que ce soit de la part, de personnes militantes, bah, LGBT ou alors antiracistes ou alors, féministes ou alors que sais-je. Hem et en fait, je trouve qu'il y a je suis désolée, ça va pas être super, optimiste ce que je vais te dire, mais il y a pas d'amélioration, voire même l'inverse parce que je vais te dire, moi, au début, je me faisais cyberharceler tous les, quelques mois et là, ces derniers mois, ça devenait une fois par mois, environ. Une fois par mois, vraiment des masses de commentaires, de messages, des stories, des trucs, des vidéos et tout, sur moi et en fait,
Ouais, c'est clairement ça qui m'a fait lâcher et je dois dire aussi que le cyberharcèlement, perpétré par les masculins me touchait moins et m'atteignait moins que, forcément, quand c'est des personnes, dont je partage, les valeurs, mais juste avec lesquelles je suis pas entièrement d'accord sur tout. Je partage les valeurs, mais je peux ne pas être, par exemple, évidemment que je suis contre, les guerres, les génocides et cetera, mais c'est pas pour autant que je suis totalement d'accord avec le mouvement Blackout 2024 et avec, le fait qu'on adresse des injonctions aux créateurs et aux créatrices de contenu à s'exprimer sur certains sujets. Tout simplement parce que, je peux faire un lien avec mon histoire. Moi, par exemple, on m'a demandé de m'exprimer. Les choses, en fait, que les personnes qui nous demandent de nous exprimer soit ignorent, soit sous-estiment, c'est que dès qu'on prend position, on on s'expose, en fait, à de la violence en ligne. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai publié maintenant, je vais prendre le sujet, qui est, absolument, évidemment dramatique et d'actualité, qui est ce qui se passe en Palestine. Moi, j'ai publié une story sur ce sujet et je me suis tout de suite pris, des DM et cetera et bah, ça va faire le lien avec la santé mentale qu'on a abordé avant. En ce moment, je vis une période de ma vie qui est assez difficile, où j'ai pas mal de traumas qui remontent à la surface et cetera et donc je suis assez fragile sur le plan de la santé mentale comme de la santé physique en ce moment et donc je sais qu'actuellement, je n'ai pas les ressources pour faire face à la violence en ligne ou au cyberharcèlement et donc quand j'ai publié cette story et que j'ai vu que tout de suite ça déclenchait des choses dans mes DM et cetera, j'ai dit: «OK, c'est pas la peine, j'ai pas la force actuellement, j'ai pas envie d'être plus angoissée encore, j'ai pas envie de ne plus réussir à travailler» parce qu'en l'occurrence moi, créatrice de contenu, c'est mon métier, donc c'est aussi comme ça que, bah, que je gagne de l'argent, que je subviens à mes besoins et cetera. Donc ça il y a un enjeu de survie aussi, qui est tout basique et tout bête quoi, de réussir à travailler pour se nourrir et cetera et j'avais pas envie en fait de mettre ma survie en jeu, j'avais pas envie de me sentir menacée, j'avais pas envie et cette raison, n'est pas suffisante pour certaines personnes et je sais que là, dans le live que j'ai fait où j'explique, pourquoi j'arrête de militer, j'explique aussi que c'est déjà arrivé qu'une, personne, un homme qui me cyberharcelait, me retrouve dans la vraie vie. Il a trouvé mon adresse, il s'est rendu chez moi. Alors lui, il avait une pathologie, hein, il était, érotomane, donc ça c'est une pathologie, bah, ça c'est psychiatrique, quoi. Mais c'est quelque chose qui m'a, ben, fortement traumatisée, forcément. Étant une femme qui vit seule, je voilà, ça m'a beaucoup choquée. Je me suis sentie, en danger chez moi, pas en sécurité et cetera et ça m'a laissé un syndrome de stress post-traumatique et ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que, on a tendance à se dire que le virtuel, c'est que du virtuel et que c'est pas grave. Déjà d'une, c'est faux et de 2, parfois, c'est pas que du virtuel. Ça arrive que malheureusement, il y ait des personnes, soit qui ont un problème vraiment psychiatrique, soit juste qui sont mal intentionnées, parce qu'il ne faut pas pathologiser la malveillance, hein. Il y a des personnes qui sont juste malveillantes, violentes, méchantes et cetera, qui n'ont aucune pathologie donc voilà, et des personnes qui ont des pathologies qui ne sont pas du tout malveillantes, évidemment, quoi. Mais voilà, ça peut se traduire dans la vraie vie et c'est en ça aussi que le cyberharcèlement, bah, est assez dangereux, quoi. Moi, j'ai en tête le cas d'une créatrice de contenu que j'aime beaucoup qui s'appelle Leslie Grano et qui, elle, a été agressée physiquement par un masculiniste parce qu'elle crée du contenu féministe. Hem et elle, alors Dieu merci, c'était pas hyper grave dans le sens, je veux dire, elle a pas eu de séquelles physiques, voilà, mais je veux dire, elle s'est pris, voilà, un coup quand même et j'imagine que le sentiment d'insécurité pour elle a dû être grand suite à ça et donc en fait, nous envoyer des injonctions à nous exprimer, c'est aussi nous exposer à tout ça et c'est aussi savoir qu'on est seul face à ça. Je veux dire, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place au niveau de la justice, des lois et cetera, pour essayer de parer au cyberharcèlement, mais la réalité, c'est que les plateformes, manquent encore cruellement d'efficacité concernant la modération et hem et que nous, ensuite, on est seul avec les séquelles de ces cyberharcèlements, de ces violences, en ligne qu'on se prend et auxquelles les femmes sont d'ailleurs beaucoup plus exposées et ça me fait penser que, hem, les femmes reçoivent plus d'injonctions d'ailleurs à s'exprimer que les hommes, donc toujours aussi ce devoir d'exemplarité qui pèse sur les épaules des femmes et c'est assez, ironique et contradictoire de constater que ça vient de milieux qui se disent justement engagés, féministes et cetera
bah, cette pression vient de ces milieux et cette pression qui est mise principalement sur les épaules des femmes est quand même fondamentalement sexiste, en fait. Mmh. Bah, en tout cas, bah, merci, d'avoir pris la parole sur ce sujet et d'être venu, bah, témoigner à mon micro alors que ta santé mentale est encore fragile. Franchement, je te souhaite, tout enfin, que tout arrive bien, que, tu arrives à reconstruire, avoir une très bonne santé mentale par la suite. Je pense que malheureusement, ça prendra du temps, mais en tout cas, je t'envoie plein de bonnes vibes pour t'aider par rapport à tout ça. Trop mignon ton petit cœur. Ah, parce que les personnes qui nous écoutent ne voient pas. Mais en tout cas, ouais, je te souhaite vraiment, que du bien, que du bonheur, parce que ouais, je n'ai jamais vécu de cyberharcèlement, de cette ampleur. Je ne peux pas imaginer à quel point ça peut, te causer, du mal. Mais en tout cas, ouais, je t'envoie tout mon soutien et du coup, oui, c'est hyper, chouette que tu viennes témoigner ici. Bah, du coup, pour le coup, un podcast, c'est vrai que c'est plus une safe place qu'un réseau social parce que du coup, les gens, ils vont pas enfin déjà pour qu'ils puissent commenter, il faut qu'ils écoutent l'épisode de podcast. Donc déjà ça met déjà une barrière à l'entrée qui est assez conséquente par rapport à tout ça. Mais en tout cas, aussi par rapport, pour revenir à ce que tu disais sur le militantisme sur les réseaux sociaux, bah, tu as bien fait de t'écouter, de te prioriser toi, de ta santé, ta survie, parce qu'encore une fois, c'est ton travail. Et du coup, je comprends complètement ta décision de ne plus vouloir parler de militantisme sur les réseaux sociaux comme tu pouvais le faire jusqu'à présent. Après, bien sûr, comme c'est tes valeurs, je pense qu'il y aura toujours un peu de toi dans tes vidéos, mais c'est vrai que c'est un toi qui va être plus caché parce que je comprends que tu n'as pas envie qu'on vienne bah, te cyberharceler parce que tu existes en fait, tu es toi-même et en fait, ouais, je pense que les gens, on a le droit d'exister, on a le droit d'être qui on est, d'être comment on est, on a le droit de faire des erreurs aussi. Enfin, en fait, c'est comme tu disais, le droit à l'exemplarité. Les gens, ils jugent, mais en fait, eux-mêmes, ils font enfin, tout le monde fait des erreurs. Je connais pas une seule personne qui n'a pas fait d'erreur, en fait. C'est être humain, on fait des erreurs tout le temps et c'est comme ça qu'on apprend et comme ça me fait penser aussi à ce qu'on disait par rapport à l'école, c'est vrai que à l'école, quand on est petit, on apprend à avoir des bonnes notes, mais quand on a une mauvaise note, on dit que c'est mal. Alors que bah non, c'est pas mal d'avoir une mauvaise note, c'est pas grave en fait, c'est pas la fin du monde, tu te rattraperas la prochaine fois ou pas. Enfin, ça dépend de toi, tes objectifs, où est-ce que tu veux aller dans ta vie. Si pour toi l'école c'est pas important et que tu veux entrer dans la vie active directement, bah pourquoi pas, c'est ton choix en fait. Donc on n'a pas à juger, si l'important c'est d'être aligné avec soi-même en fait. Oui, totalement. Mais en fait, c'est une posture de douceur et j'en reviens à la bienveillance, dont j'ai parlé avant, la bienveillance vis-à-vis de soi-même, la bienveillance vis-à-vis des autres et une posture de douceur et c'est aussi quelle société on veut mettre au monde, quelque part, quelle société on veut construire, quelle société on veut bâtir ensemble. Est-ce que dans cette société, il devrait planer, u une menace comme ça sur, au-dessus des gens, est-ce que les gens dans cette société qu'on veut construire, est-ce qu'ils vont mériter d'être violentés dès qu'ils mettront pas, dès qu'ils diront pas exactement ce qu'il faut ou ce genre de choses? Moi, c'est ça aussi qui me questionne, c'est ça aussi qui fait que j'ai dit que j'arrêtais de militer parce que finalement je me reconnais plus, là-dedans. Parce qu'en fait moi j'ai mes valeurs, hem, mes valeurs, mon éthique, elles sont aussi empreintes du fait que si j'ai tous ces engagements, c'est parce que moi j'espère voir un monde qui sera plus humain, plus, comment dire? Ouais, plus doux, plus bienveillant, plus, où tout le monde serait, bah, respecté en fait, où chacun serait libre, où chacun serait en sécurité. Et je suis pas certaine qu'on le construise avec ouais, avec toujours plus de violence. Après, la violence peut être un outil utilisé, dans les milieux militants et je pense notamment, par exemple, à la cancel culture ou au call out et cetera, qui normalement doivent être des outils, mais utilisés contre, des structures, des structures étatiques ou alors, des entreprises ou ce genre de choses, mais pas contre des individus qui sont tout seuls derrière leurs écrans, en fait. C'est là où ça perd totalement tout son sens, quoi. Hem, ouais, je pense que c'est important de garder ça à l'esprit, en tout cas. Mmh, oui, non, tu fais bien de nous le rappeler
Et en fait, ça me fait toujours penser au fait qu'on est là sur terre pour 80 ans, on va dire, si tout se passe bien. Et du coup, c'est vrai que même moi, je suis en mode: «Mais pourquoi, en fait, pourquoi toute cette haine? Pourquoi, tout ça? Pourquoi cette haine dirigée, de la mau» enfin, la colère, ça peut être utile, c'est vrai, comme tu disais, à y diriger vers, bah, les gouvernements, vers les grandes entreprises qui, pour le coup, peuvent impacter beaucoup plus la vie, que ce soit positivement ou négativement, de la société, que juste une seule et même personne. On est, comme tu dis, on est tout seul, on va dire, enfin, qu'on est créateur, créatrice de contenu ou solopreneur, auto-entrepreneuse, ce genre de choses. Et c'est vrai que les mobilisations, c'est vrai que ça sert, mais sur des choses à plus grande envergure et des choses qui ont du sens. Et comme tu disais, faire le block-out parce qu'on s'est pas positionné sur ce qui s'est passé en Palestine, bah ouais, mais en fait, c'est pas parce que tu vas partager ça que ça va améliorer la situation en Palestine, en fait. Enfin, il faut aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire. En plus, comme tu disais, il faut aussi avoir la santé mentale, avoir les ressources disponibles pour le faire. Et puis même quand tu as les ressources, tu te sens impuissant. Donc peut-être que au lieu de diriger cette haine, autant donner de l'argent à une association qui est sur place, qui peut aider, plutôt que faire enfin, vouloir que ce soit les influenceurs, influenceuses qui portent ces messages-là, alors que, encore une fois, on n'est pas, on n'est pas en Palestine. Donc, enfin, on peut agir vraiment concrètement que si on est dans le pays ou si, par exemple, on a des relations, on fait des choses genre relations internationales avec des gens, des gouvernements. Là, oui, on peut avoir une action parce qu'il y a un pouvoir. On est lié à un pouvoir décisionnaire qui est là-bas. Mais quand on est hors de tout ça, autant, enfin, mieux vaut donner de l'argent à une association, parce que comme ça, ou faire, j'ai vu qu'ils faisaient des choses sur Bookstagram où il y avait des choses où il y a des ventes de livres, il y a l'argent qui est reversé à des associations. Enfin, ça marche pour la Palestine et je pense que ça marche pour d'autres conflits. Mais après, je ne les connais. J'ai juste vu ça pour la Palestine, donc je ne me prononce pas pour les autres sujets. Mais du coup, il y a des façons d'agir sans pouvoir bah, comment dire, briser la santé mentale des créateurs, créatrices de contenu qui n'y sont pour rien et sont qui veulent pas, et c'est leur choix en fait, c'est un choix de pas vouloir prendre position sur le sujet. Moi-même, par exemple, je me suis pas exprimée à ce sujet parce que j'estime que c'est pas mon rôle. Moi, je préférais plus faire intervenir, par exemple, à mon micro, une personne experte du sujet ou une personne qui a vécu là-bas et qui peut nous raconter son histoire. Enfin, je trouve ça, en fait, mettre en avant l'humain, je pense que c'est ça qui est le plus pertinent que juste, bah, juste faire juste des stories. Ah, là, la situation qui se passe là-bas, c'est triste. Bah ouais, c'est triste. Mais après, il y a des médias dont c'est le job de faire ça. Totalement. Pour la Palestine, je sais que, par exemple, il y a des cagnottes et cetera. Je pense que ça, c'était aussi attendu de moi, tu vois? Que je partage des cagnottes ou ce genre de choses et hem, il y a une chose que je comprends, c'est que les gens peuvent se dire: «Oui, mais c'est quand même pas grand-chose de faire une story. Oui, mais c'est quand même pas grand-chose de partager ceci, de partager cela» et cetera. Bon, déjà, d'une, il faut savoir que quand on a un compte, enfin, quand on a une audience, on est extrêmement sollicité pour partager plein de choses différentes. Il se trouve que c'est pas, les drames n'arrivent pas qu'en Palestine, au Congo et en Inde et bref, je veux dire la liste est vraiment très longue, de pays où les populations souffrent, grandement. Hem, donc aussi c'est les Ouïghours et cetera. Enfin, où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce qu'on s'arrête? Qui est le plus à même de déterminer quelles sont nos capacités et nos limites à part nous-mêmes et éventuellement, notre psy, si on en a un ou une. Heu, mais je veux dire, les gens se disent: «C'est quand même pas grand-chose de partager ceci ou de partager cela». Mais un cyberharcèlement, ou alors, se prendre de la violence en ligne ou quoi, il faut le vivre pour comprendre ce que c'est et ce que ça fait. Et il y a ce que c'est et ce que ça fait. Et il y a aussi ce que c'est et ce que ça fait sur une personne qui peut être déjà fragile. Encore une fois, hein, les réseaux sociaux, il y a ce côté déshumanisation. On oublie qu'il y a des humains derrière les écrans. On ne connaît pas les histoires des gens. Moi, c'est pas écrit sur mon front, par exemple, que je me suis fait, retrouver par un mec qui m'a cyberharcelée et que ça m'a créé un PTSD, tu vois? C'est pas enfin, un syndrome de stress post-traumatique, pardon. C'est pas écrit sur mon front. Donc les gens, ils vont juste prendre une toute petite portion de ce qu'ils voient de moi. C'est même pas une petite portion de moi, c'est une petite portion de ce qu'ils voient de moi
ils vont interpréter, ils vont greffer des choses dessus. Elle sait pas exprimer, ça veut dire qu'elle s'en fiche, c'est pas un bon être humain, et cetera. Puisque c'est pas un bon être humain, elle mérite qu'on la violente, elle mérite qu'on lui envoie des choses méchantes, et cetera. Et les raisonnements sont extrêmement simplistes. C'est des raisonnements qui sont extrêmement simplistes, qui sont dénués en effet d'esprit critique, de nuances, et hem et voilà, pour certaines personnes, c'est pas grand-chose, et en fait, j'ai été à cette place, de me dire: «Oui, mais bon, c'est bon, ça lui coûterait rien de partager une story, et cetera». En fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça coûte à la personne, on ne sait pas ce que ça coûte en termes de santé mentale, on ne sait pas ce que ça coûte en termes de violence qu'on va se prendre derrière, et beaucoup de personnes n'ont tout simplement jamais vécu du harcèlement ou du cyberharcèlement. Et donc beaucoup de personnes ne savent pas du tout ce que ça fait. Tu sais, c'est comme les problèmes de santé mentale où on va te dire, «Oui, mais c'est bon, va juste prendre l'air, ça ira mieux», et cetera. Ou même les problèmes de santé physique, quand tu as une migraine, «Oui, mais peut-être il faut juste que tu ailles marcher», et cetera, tu vois? Les gens qui ne l'ont pas vécu ne savent pas, et donc je pense que le plus sage et le plus pertinent, à cet égard, c'est d'écouter les personnes qui sont concernées par ces situations, et de dire: «Ah ouais, OK, donc en fait, elle dit que c'est difficile, elle dit que c'est ça. Moi, je l'ai pas vécu, mais OK». Genre, j'entends son vécu, en fait, et c'est aussi ce genre de société, moi, personnellement, que j'ai envie de participer à construire, en fait. Une société où on peut, quand même accorder du crédit et de l'importance, au vécu des gens, en fait. On balaye pas juste ça d'un revers de la main en disant, «Mes considérations sont absolument supérieures aux tiennes, parce qu'elles sont supérieures moralement», ou ce genre de choses, tu vois? C'est, je trouve ça super important, et il y a une notion aussi de validisme pour moi là-dedans, parce que, les problèmes de santé mentale, les problèmes de santé physique, et cetera, encore une fois, ils sont pas visibles, toujours sur nos visages, hein. Ils sont pas, ils sont pas forcément détectables par d'autres personnes. Peut-être qu'on arrive très bien à faire semblant. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'étais pas bien, mais on va écouter ce podcast, on va peut-être pas avoir l'impression que je suis pas bien, tu vois? Parce que, bah, je fais, l'effort, voilà, d'être compréhensible, de bien m'exprimer, tout ça, mais on ignore totalement, en fait, les réalités des gens, et c'est quelque chose de super important, et dont on devrait se rappeler, en fait. Le cyberharcèlement, de toute manière, c'est cette forme de déshumanisation, c'est des manières de justifier une violence, et ça arrive maintenant dans tous les milieux, et j'espère, que cet épisode pourra sensibiliser un peu là-dessus. Parce que c'est trop important de faire prendre conscience aux gens que c'est pas des bons outils. C'est pas des bons outils ni pour faire avancer le monde. Hem Et j'ai envie de dire que c'est tout simplement méchant. Tu sais, d'une manière un peu niaise, c'est tout simplement méchant, mais de toute façon, la méchanceté, c'est un truc qui est tellement, difficile à comprendre pour moi que, je veux même pas pouvoir m'exprimer là-dessus, parce que je comprends toujours pas pourquoi certaines personnes sont, comme tu dis, dans la haine et dans la méchanceté. Hem, mais je sais que c'est possible que certaines de ces personnes qui cyberharcèlent aujourd'hui prennent un jour du recul et se rendent compte. Je pense que c'est possible, parce que, j'ai moi-même, à certains moments, peut-être, par le passé, tu vois, il y a plusieurs années dans mon militantisme, j'ai pu penser que, c'était légitime, en fait, d'envoyer des DM ou quoi à telle personne, ou même si, en fait, je l'ai jamais trop fait. J'ai fait une fois une story sur, une personne qu'on qualifie de TERF dans les mouvements, féministes, donc trans exclusionary radical féministe, donc les personnes, qui considèrent, qu'il n'y a pas de genre, qu'il n'y a que le sexe, biologique, hem et qui sont, en général transphobes, hein. Et j'ai fait une story une fois pour demander à ma communauté de se désabonner d'une personne, et je le regrette encore. Tu vois, ça m'est arrivé une fois et je le regrette encore, parce que j'ai cette capacité de recul et de remise en question, et cetera. Mais clairement, je dois pas être, Dieu merci, la seule à l'avoir. Donc je sais que c'est possible, de par l'effet de groupe, de se sentir attiré par certains mécanismes, par certaines dynamiques comme ça, et de changer après. Et j'espère qu'en sensibilisant comme on le fait, bah, de plus en plus de personnes vont remettre ça en question et revoir leur position peut-être là-dessus. Non, mais j'en suis sûre qu'avec cet épisode de podcast, tout comme tous ceux de Matrimoine féministe, en fait, ils contribuent à planter des graines d'éveil féministe, parce que les sujets de société, c'est quelque chose de très très large, et
et c'est important de pouvoir, sensibiliser sur vraiment pas mal de sujets avec l'angle féministe, parce que c'est avec, l'angle de nos valeurs et c'est quelque chose qui me semble tellement important et je suis sûre que ça finira par, bourgeonner et si ça bourgeonne pas, bah, c'est pas grave, ça pourra bourgeonner plus tard ou pas du tout. Enfin, l'important c'est d'aller dans cet élan de vouloir, changer les choses à son échelle, un pas à la fois. Moi j'y crois vraiment, à ça et comme tu dis, on peut évoluer, on peut changer, ça prend du temps, c'est vrai, mais après il faut se donner le pouvoir, d'agir pour après ne pas avoir, de regrets. On essaye des choses, ça plante pas, mais en fait, l'essentiel, c'est d'avoir fait cette action de planter des graines parce qu'on finira forcément, par trouver un public, ou impacter la vie des gens. Parce que moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec ce que je fais, c'est que, et je pense que tu pourrais partager pareil que moi ce ressenti. Moi, j'aime bien avoir de l'impact dans la vie, des gens, pouvoir, les permettre de se transformer, avoir des transformations intérieures et en fait, comme tu dis, pour avoir ces transformations intérieures, c'est hyper important de pouvoir écouter d'autres expériences qu'on a pu, bah, que moi, par exemple, je n'ai pas vécu et que, par exemple, toi, tu as vécu, que d'autres personnes n'ont pas vécu, mais que d'autres ont vécu et en fait, ça peut faire, vraiment des échos et puis même si tu as pas vécu l'expérience, comme ça, tu peux comprendre le ressenti de l'autre. Si tu l'as vécu, bah, tu peux avoir: «Ah oui, bah, je suis pas seule, j'ai un soutien, je peux contacter Oran, pour qu'on puisse échanger parce que voilà, enfin ça peut créer des cercles de parole, enfin ça peut vraiment, créer des très, très, très belles choses et du coup, bah, ouais, bah, merci, tu contribues aussi à cet écosystème pour pouvoir impacter la vie, des femmes, des gens, en profondeur et c'est hyper essentiel. Merci à toi Estelle. J'avoue que, bah, du coup, le temps passe vite et là, ce que je fais en général, enfin, à chaque fin d'épisode, c'est de réserver un temps pour la conclusion, donc on va passer à la conclusion de l'épisode. Alors, quel serait le mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a dit? Pour moi, le mot de la fin, enfin, il y a en tout cas une chose que j'ai envie de dire, c'est que, par rapport au mouvement, de masse, assez dynamique, qu'on a décrite depuis avant, c'est, de vraiment bien se questionner sur nos valeurs et de vraiment garder nos valeurs comme boussole et de se dire: «Est-ce que parce que tout le monde le fait, c'est juste? Est-ce que, vu que telle personne a fait une story sur elle, bah, moi aussi je devrais le faire? Est-ce que vraiment ça coïncide avec mes valeurs?» Parce que on a vraiment tendance parfois à, et c'est totalement humain, hein, à se laisser embarquer justement dans ces mouvements de foule et et à perdre de vue le fait que, bah, en fait, non, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie d'être, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'incarner, c'est pas du tout ce que j'ai envie de donner comme exemple, c'est pas les outils que je veux utiliser, c'est pas moi, en fait, c'est pas moi. Et moi, c'est ce cheminement que j'ai eu, où je me suis dit: «Bah, en fait, non, c'est pas moi». Donc je me détache de ces méthodes, en fait. Donc ouais, j'aimerais surtout inviter les gens à être proches de leur cœur, à être proches de leurs valeurs, que ça soit vraiment votre boussole. Je pense que ça évite beaucoup de violence et de choses pas cool. Ça évite de mettre des choses pas cool dans le monde. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce que j'aime bien dire aussi, c'est que c'est important de faire, de l'introspection et de découvrir son trésor intérieur parce qu'en fait, on a un but, à accomplir dans la vie. Enfin, c'est le but qu'on se donne et pour le savoir, bah, il faut essayer de se chercher, il faut essayer de se trouver et apprendre à se connaître. Je pense que c'est notre plus grande force, c'est savoir ce qu'on n'aime pas, c'est nos valeurs, où est-ce qu'on veut aller, enfin, comment on va impacter le monde ou même si on veut pas l'impacter, en fait, c'est pas grave, mais c'est en fait toi, qu'est-ce que tu as envie de faire à ton échelle? Et en fait, il y a mille et une façons, de mener sa vie et il faut juste trouver la manière, qui nous correspond le plus sans être influencé par les autres. Parce qu'encore une fois, oui, c'est pas parce que tu vois quelqu'un faire ça que toi, tu as envie de le faire forcément et voilà et ça, c'est sur tous les sujets, hein, donc ouais, hyper important et hyper précieux comme conseil. Avec plaisir. Et dans la suite de mes questions, alors toi, qui sont tes rôles modèles? Ah écoute, on m'a plusieurs fois posé cette question, j'en ai pas. Je dois te dire alors OK, non, si, j'en ai, mais ils sont, fictifs. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes humaines, bah, sont des personnes humaines et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à idéaliser les gens. J'ai pas tu vois, de figure historique où je me dis: «Waouh, cette personne incroyable» et cetera. Il y a plein de personnes dont j'apprécie les idées,
et je pioche ce qui m'intéresse de ci, de là, mais mes vrais rôles modèles, ils seront plutôt fictifs et bah, je vais parler, des 2 œuvres qui sont le plus chères à mon cœur, c'est, Seigneur des Anneaux et Naruto. Et je pense que, mon rôle modèle dans Seigneur des Anneaux, ça serait sûrement Gandalf. C'est une réponse originale, hein, mais c'est une réponse honnête. C'est vrai. Fran Franchement, je l'adore, voilà, pour sa sagesse, pour sa nuance, pour son discernement, pour, sa volonté, pour le fait, bah, qu'il ait toujours gardé, ses valeurs, et sa combativité et cetera. Enfin bref, voilà, pour moi, il est super Gandalf et dans Naruto, ben, tout simplement, moi, j'adore le héros Naruto, hein, qui a, dans ce manga, on appelle ça, un Nindo, ce qui signifie c'est sa voix du ninja, c'est-à-dire que c'est la chose, qui le guide en fait à travers, toute sa vie et toutes ses actions. C'est qu'en fait, lui, il veut, bah, en fait, aider ses amis, aider son village, rendre le monde meilleur, devenir meilleur et ouais, c'est quelqu'un, qui trouve sa valeur à travers son utilité pour les autres et c'est quelqu'un dont le parcours me touche beaucoup parce que il a été beaucoup rejeté. Il a lui-même été d'ailleurs, harcelé. Les personnes qui ont vu Naruto le savent, il a été harcelé et en fait, il n'a pas répondu à la haine par la haine. Il a choisi de répondre à la haine par, le fait d'évoluer et de montrer à tout le monde qui il est et en fait, il a fait changer d'avis, tout le monde et ouais, je c'est une super belle œuvre. C'est pas que pour les enfants. Ah mais j'adore ta présentation, je trouve ça c'est la première fois que j'ai des personnages fictifs qui sont, en réponse. Après il y a pas de mauvaise réponse, mais je trouve ça super parce que du coup, de ce que je comprends, c'est vrai que ces personnages, ils se reconnectent à ton parcours, tes valeurs et c'est vrai que c'est ça qui est important pour notre construction, d'avoir des personnes qui sont passées par, les phases où on est passé, potentiellement, même si c'est du fictif ou pas, mais pour se dire, bah tiens, tu prends ce que tu as envie de prendre dans comment, par exemple, Naruto il a fait pour pouvoir te l'appliquer à toi-même et c'est vrai que c'est hyper enrichissant et hyper inspirant. Dans la suite de mes questions, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Quelles ressources je vous recommanderais? Hem, alors sur le thème du cyberharcèlement, il y a le reportage alors attention ça va être une insulte, un reportage, je sais plus si c'était Arte ou autre, mais ça s'appelle, #salepute qui parle, du cyberharcèlement vécu par les femmes sur les réseaux. Parce qu'on sait que les femmes sont particulièrement concernées et il y a un film, que j'avais vu il y a pas longtemps, purée, mais par contre je sais plus, je saurais pas te retrouver le titre comme ça. Il était au cinéma il y a quelque temps et je crois qu'il y avait, hem, ah purée, non, je saurais plus te retrouver le titre. Hem, je crois qu'il y avait le terme salope dedans, enfin bref, c'était aussi un film sur le cyberharcèlement. Si je retrouve le titre, je te l'enverrai, comme ça tu pourras peut-être le mettre dans les références, du podcast. Mais voilà, pour moi, c'était, alors c'est difficile à voir, c'est difficile aussi de constater, l'impact du harcèlement et du cyberharcèlement sur les femmes, de voir que les femmes sont particulièrement concernées et qu'il y a pas grand-chose, qui est fait pour nous aider en fait, hein, face à ça. Mais c'est nécessaire pour se rendre compte de l'ampleur du problème et pour se rendre compte que en fait, c'est vraiment pas féministe de participer à tout ça. Bah, merci pour ces partages et oui, avec plaisir, quand tu retrouveras le titre, bah, je l'ajouterai, dans les ressources de l'épisode, comme ça les personnes pourront aller le consulter, bah, tout comme le reportage #salepute qui est important pour, bah, forger son esprit critique, de voir, ce genre de témoignage, même si c'est dur, ça ça a un impact, sur soi ensuite, donc hyper important. Et du coup, il me reste 2 dernières questions. Alors, que signifie le terme féminisme pour toi et qui est-ce que tu aimerais voir au micro de Matrimoine féministe? Alors, que signifie le terme féminisme pour moi? Pour moi, le féminisme, dans son essence, c'est vouloir la sécurité et la liberté de toutes les femmes, les personnes aussi qu'on dit les personnes sexisées et moi je dirais ultimement de tout le monde, en fait. Parce que, je relie quand même le féminisme au fait de, encore une fois, mettre au monde une société qui soit bien meilleure, qui soit également bien meilleure pour les hommes, hein, parce que, les femmes, sont les premières victimes du patriarcat, mais les hommes en souffrent aussi et d'ailleurs, bon, ça c'est aussi un avis qui peut être,
Sujet à controverse, mais je trouve qu'on aurait, intérêt à intégrer plus les hommes dans le féminisme personnellement, parce qu'on peut pas faire société sans eux, voilà. Mais pour moi, le féminisme, c'est vraiment ça, c'est la sécurité et la liberté pour tout le monde et l'équité, je dirais. Que notre société prenne en compte ce que c'est de naître aussi avec un corps de femme, ce que ça implique. Parce que pour moi, nous demander de travailler et de dormir autant qu'un homme, je sais pas si c'est pertinent, par exemple, non pas qu'on soit, incapable ou illégitime ou ce genre de choses, mais force est de constater que quand même la société est calquée sur le modèle masculin. Par exemple, on nous dit qu'on a besoin de 7 heures de sommeil, il se trouve qu'en fait les femmes ont besoin de plus d'heures de sommeil, on n'a pas les mêmes cycles hormonaux, voilà. Enfin bref, il y a beaucoup de choses comme ça où je trouve qu'une meilleure considération, des femmes, des personnes sexisées, bah, créerait un monde, plus équitable et plus juste. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi et pour le coup, je te rejoins complètement par rapport, au fait qu'il faut intégrer, les hommes dans le combat. Parce qu'en plus, ce que j'aime bien dire, c'est que si on a eu le droit de vote, si on a eu le droit à l'avortement, c'est parce que, des hommes étaient aussi dans l'équation. Parce que s'il y avait eu que les femmes, bah, malheureusement, vu qu'à ces époques-là, on va dire, où on n'avait pas le pouvoir décisionnaire, bah, ça aurait été impossible de faire, changer les mentalités. Donc, moi, en tout cas, mon féminisme éducatif, je veux que les hommes, se sentent, féministes, alliés, comme ils veulent en fait. Ils peuvent s'appeler comme ils veulent, il y a moi, j'ai aucun souci là-dessus et de toute façon l'important c'est juste d'être une personne engagée et du coup je trouve ça très chouette et je te rejoins aussi que ce serait hyper important que la société prenne en compte nos spécificités de femmes parce que comme tu dis, on a nos règles, on donne la vie et c'est pas, des choses que les hommes, vivront en tout cas donc c'est important de pouvoir prendre en compte notre spécificité et pas, comme tu disais, la productivité et la performance. C'est vrai qu'elle est calquée sur le modèle des hommes parce qu'on prend pas en compte le fait que nous, les femmes, avec le cycle hormonal, on a des hauts, des hauts et des bas et en fait, c'est normal mais c'est pas valorisé et pareil, quand une femme revient de congé maternité, en fait, limite, on veut qu'elle soit autant performante qu'un homme alors que, bah, je sais pas, elle a donné la vie donc c'est un peu normal que ça prenne plus de temps, en fait. C'est logique, on est des êtres humains différents, quoi et pas inférieurs, mais différents, complémentaires et c'est important de le valoriser. Et donc ma dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Ah ouais, alors attends, ça je vais réfléchir. Ben, tu sais quoi? J'aimerais bien voir, Leslie Grano, voilà, qui pourrait nous parler du fait elle a particulièrement affaire aux masculinistes, hein, sur TikTok. Elle arrive à les répondre, d'une manière que j'admire parce que vraiment elle est très courageuse. Elle fait des vidéos où clairement parfois, elle répond à leurs commentaires TikTok, elle se moque d'eux et cetera et elle a une force que j'admire beaucoup. C'est aussi elle qui a créé le compte SPM ta mère qui, clairement, pour moi, a été un game changer parce qu'en fait, elle m'a clairement appris ce qu'étaient les SPM. Pendant très longtemps, je ne savais juste pas, on ne m'avait juste pas informée parce que voilà, on adore quand on est des femmes, hein, le milieu médical, c'est pas toujours facile, et ils sont pas toujours très, toujours très aidants. Ça dépend bien sûr, mais voilà. Ouais, je pense elle aurait plein de choses intéressantes à dire. Ah bah, ce serait, un plaisir, d'interviewer Leslie sur mon micro. Bon, bah, du coup, c'est déjà la fin de cet épisode. Bah, du coup, merci beaucoup Oran, pour, ton témoignage et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci Estelle, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir, bah, du coup, ciao, ciao tout le monde! Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!